sortir des zones défavorisées aujourd'hui, ça fait perdre, oui, entre 5 et puis 8 000 euros aux éleveurs. Moi, l'an dernier, j'ai touché 6 500 euros d'ICHN. Concrètement, apparemment, on sort des zones défavorisées, donc on n'aura plus l'ICHN. Sachant que mon prévisionnel économique sur 4 ans, à partir de la 4e année, il était prévu que je me dégage entre 14 et 15 000 euros de revenus disponibles. Si on enlève 6 500 euros, vous voyez ce que ça fait, vous voyez ce qui reste. En sachant qu'avec le revenu disponible, il faut que je me dégage un salaire et que je garde un peu de marge de sécurité pour l'exploitation aussi. Alors voilà, sur 15 000 euros, si on enlève 6 à 7 000 euros, il n'en reste pas beaucoup. Pour l'instant, il n'y a aucune mesure compensatoire qui sont capables de remplacer l'ICHN. Les mesures qui existent en ce moment, style MAE ou PCAE, c'est des aides à l'investissement. Donc quand on est comme moi, dans mon cas, on est installé depuis 1 an, je vous fais pas de dessin, hein, je suis déjà endetté pas mal, j'en ai déjà beaucoup sur le dos. Alors s'il faut encore réinvestir pour pouvoir arriver à avoir quelques subventions, c'est des fausses aides. Oui, les manifs qu'il y a eu là depuis 2 semaines, ça a quand même permis de mettre un coup de projecteur sur la Touraine, parce que clairement, quand on parle on a rencontré le ministre de l'Agriculture hier, et puis d'autres. Quand on leur dit qu'on vient d'Indre-et-Loire, tout de suite ils nous disent ah oui, il y a un gros problème sur la Touraine. Donc ça a au moins permis pas de se distinguer, mais ça a permis de leur faire ouvrir les yeux sur le problème de la Touraine, quoi. Tandis que sans les manifs et autres actions qu'il y a eu depuis 2 semaines, je ne sais pas s'ils étaient bien conscients du problème. On s'est pas mal mobilisé la semaine passée, là, sur le Touraine, pour la simple et bonne raison que il y a eu une révision de la carte des zones défavorisées sur toute la France qui a été faite et qui a pour conséquence une sortie d'une grosse partie du département de cette zone défavorisée et ce qui a pour conséquence directe en fait la suppression d'une indemnité compensatoire pour les éleveurs de Touraine. Concrètement, une exploitation comme la mienne où je suis installé depuis 3 ans, c'est 7 600 euros par an. C'est à peu près la moitié du revenu moyen des agriculteurs d'Indre-et-Loire, mais c'est la totalité de mon revenu actuel pour un jeune agriculteur. J'ai participé à toutes les manifestations qui ont eu lieu dans le 37, du début jusqu'à la dernière qui a été le blocage de la préfecture durant toute une journée. Au ministre, je lui ai présenté un peu concrètement mon cas. Je suis installé depuis 3 ans. J'ai bénéficié en plus d'une installation aidée, donc c'est-à-dire que entre guillemets l'État a mis la main à la poche pour me soutenir dans ce projet. Et que 3 ans après, on me retire cette indemnité compensatoire qui représente aujourd'hui l'intégralité de mon revenu, voire même un peu plus. Je dis, comment je fais demain? Je dis comment on peut entre guillemets nous lâcher comme ça au bout de 3 ans. Quelles vont être les solutions pour une entreprise comme la mienne? Moi demain, si j'ai plus ces 7 800 euros, la banque elle va me fermer toutes les portes. À court terme, je vais vendre des vaches pour m'en sortir et puis poser la question de savoir s'il fallait que j'arrête tout de suite, s'il fallait tout vendre et puis changer de métier. Et il m'a répondu que il allait être très important dans une zone comme la nôtre de travailler sur des mesures compensatoires pour toutes les zones qui sortent de l'ICHN. Qui soit adapté à nos besoins et à nos types d'élevage. Donc là-dessus, je lui ai bien fait comprendre et il en était conscient puisque je pense que toutes nos actions de la semaine passée sont montées à leurs oreilles à l'Élysée.
je lui ai dit qu'il fallait pas nous parler d'MAE ou de PCAE. Les MAE, c'est les mesures agro-environnementales. Moi, je suis déjà engagé dans une MAE, pas réglée encore de l'année 2016. L'année 2017, elle n'est pas encore, ils n'ont encore pas commencé à travailler dessus. C'est des dossiers extrêmement compliqués où on répond en fait à des contraintes supplémentaires. J'ai des engagements de maintien de surface herbagère, j'ai des engagements de réduction de produits phyto. Mais c'est une subvention qui récompense un travail supplémentaire qui est fait. Donc c'est pas une aide directe comme a été l'ICH. Ce qu'on peut dire par rapport à la situation, c'est que au moins tout ce qu'on a fait depuis une quinzaine de jours, donc les manifs, tout le travail qu'on a fait avec les parlementaires, la DDT, la préfète, a servi au moins à faire reconnaître qu'il y a un réel problème dans le département d'Indre-et-Loire. On est bien ciblé par rapport aux deux ou trois départements au niveau national où il y a un problème et où il va falloir trouver une solution. Ça, c'est au moins la première étape. Jeudi, lors de notre rencontre à l'Élysée, où on a vu le ministre de l'Agriculture et le président de la République, bon, et puis dans le discours du président de la République, il a évoqué le sujet zone défavorisée ICHN. Bon, là, on a clairement compris que c'était terminé, hein, qu'ils allaient plus faire varier des critères pour essayer de faire rentrer ou sortir des communes. La partie est terminée sur ce sujet. Par contre, il y a encore quelques marges de manœuvre avec la continuité territoriale. Ça, ils feront pas de proposition de carte avant d'avoir négocié avec Bruxelles, parce qu'il va être à peu près sûr que, parce que même ça, faut qu'il négocie avec Bruxelles. Donc, on aura un retour de carte aujourd'hui en ayant les communes finalement classées. Je pense qu'on aura ça pour avant mi-avril, fin mars, mi-avril. Bon, je pense qu'on a quelques marges de manœuvre par rapport à la continuité territoriale, surtout par rapport à ce qu'ils nous ont reclassé. On voit que là, ça a un peu de sens de faire de la continuité territoriale sur la carte d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, ce que l'Europe essaie de faire, c'est des accords de libre-échange avec le Mercosur, c'est-à-dire qu'elle veut vendre des produits et des choses là-bas, et en contrepartie, elle est obligée de racheter des produits. Donc des produits issus dont la viande bovine, dont du sucre, hein, il me semble aussi, et plein de produits agricoles. Après, le problème que ça pose, c'est que ça nous pose à nous, c'est comment eux là-bas, avec quelles contraintes ces produits sont-ils fabriqués et ces animaux sont-ils élevés, quoi. C'est comment aujourd'hui on peut avoir des normes européennes voire françaises qui sont plutôt écologiques, et que là-bas il a eu le droit d'utiliser des produits que nous on n'a pas le droit, dont des OGM, dont des insecticides qu'on n'utilise plus depuis longtemps. Et derrière il y a quand même une vraie tromperie du consommateur sur les produits qu'on va lui vendre, quoi. Quelque part on lui vend l'image française, et quand il ira en restauration hors foyer, il pourra manger de la viande du Mercosur sans le savoir, et derrière participer à la déforestation mondiale, quoi. Nous, sur le sujet des zones défavorisées, ça fait 2 ans, voire plus, qu'on est dessus en tant que responsable syndical. Là, les 4 manifs qui ont été faits avec la FNSEA 37 et les JA vraiment nous ont servi et nous ont ouvert des portes pour parler à notre député, pour parler à notre préfète, pour pouvoir parler même jusqu'au président de la République. Les manifs vont peut-être pas aboutir à ce qu'on voulait, c'est-à-dire la réintégration totale de toutes les communes en zone défavorisée, mais la mobilisation qu'il y a eu et les gens qui se sont déplacés, ça a vraiment servi à quelque chose. Ça va nous aider à construire l'avenir.